Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va parler Nutanix sur OVH Cloud et plus particulièrement de comment mettre en place un cluster Nutanix sur OVH Cloud en partant de zéro jusqu'à l'exploitation de son cluster. Pour cela, je suis accompagné cette fois-ci exceptionnellement de Marwan. Bonjour Marwan. Salut Stan. Et Marwan, en fait, tu es le directeur technique à l'échelle globale de la partie Nutanix sur OVH Cloud. Et du coup, tu es probablement la meilleure personne, effectivement, pour discuter du sujet sur tous ces angles, parce que finalement, c'est un petit peu toi qui fais tourner le service derrière. Allez, on est parti, on va switcher sur notre écran, et donc on va commencer à regarder ce processus. Là encore, comme d'habitude, sur la plupart de mes vidéos, le lien vers ce workflow, et donc tous les liens qui sont associés derrière. Chaque fois que vous aurez ce petit symbole, vous cliquez dessus, et donc vous obtiendrez derrière, effectivement, l'URL qui va bien sur le site d'OVH Cloud, et ça vous permettra de reproduire le processus. Donc ça, c'est dans les commentaires de la vidéo. Alors, étape numéro 1, parce que c'est un process, eh bien, ça paraît logique, mais il faut vous créer un compte sur la plateforme OVH Cloud pour pouvoir faire du Nutanix sur OVH Cloud. Alors ici, on avait mis une petite bulle qui était que pour les clients américains, il y a un compte séparé. Il y a une raison à ça, Marwan? Absolument. Pour des questions de souveraineté, Stan, l'entité juridique OVH Cloud aux États-Unis est complètement séparée du reste de OVH Cloud Group. Et tout ça pour des raisons de souveraineté, comme je le disais, et cela permet également de prémunir nos clients des lois extraterritoriales. Et donc voilà, OVH Cloud opère sur ce modèle en ne permettant pas à des lois extraterritoriales de venir impacter outre leurs frontières. Alors, on parle bien entendu des lois territoriales de Donald Trump, parce que OVH Bon, Cloud n'est pas présent qu'en France en termes de data center, vous êtes en Europe, vous êtes également au Canada, si je ne dis pas de bêtises. Donc absolument. pour tous ces clients-là, ça reste un compte unifié, à l'exception donc effectivement du compte pur américain, États-Unis d'Amérique. Absolument. Et nous sommes également présents sur la région APAC. Exactement. Donc là encore, ce sera un compte global pour tous, sauf les États-Unis d'Amérique. Donc la création d'un compte n'a rien d'extraordinaire, la documentation est plutôt bien faite. On vous demandera un email, et puis vous allez valider les conditions d'usage du service. Et bien entendu, on va vous demander un mot de passe, le faire le plus sécurisé possible, et vous aurez une validation derrière pour éviter effectivement les robots de faire des créations de comptes automatisées. Des choses tout à fait classiques. Donc dans le jargon d'OVH Cloud, on va parler de NIC. Le NIC, ça correspond, c'est à quoi? C'est le Number Identified Customer, Ok, donc c'est juste un identifiant donc de unique. référence interne. Ok, donc en résumé, si vous ne déployez pas aux États-Unis d'Amérique, vous avez un seul identifiant unique. Si vous avez également du déploiement dans les régions américaines et ailleurs que la région américaine, vous en aurez donc deux. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Absolument. Donc première étape relativement simple, effectivement, la création du compte sur OVH Cloud. Ensuite, tout se manipule depuis vos interfaces, si je ne dis pas de bêtises. Et vos interfaces, donc c'est l'OVH Control Panel. Du coup, comme tout fournisseur de cloud, vous allez proposer effectivement d'élever la sécurité, de faire de l'intégration avec les systèmes existants, correct? Absolument. Donc on va parler de trois choses. On va parler, et là c'est relativement classique, un fournisseur de cloud, c'est sécuriser les identités, donc la partie authentification, s'intégrer avec un existant, et puis gérer la partie paiement. Donc est-ce que tu veux Absolument. un petit peu nous parler de la partie MFA? Est-ce qu'elle est déjà obligatoire? Elle n'est pas obligatoire, elle est fortement recommandée. Tout ça pour prémunir d'authentification sur votre compte non sollicité, non désiré. Ok. Donc les options du coup sont plutôt multiples, et ça, alors, j'insiste beaucoup sur la documentation parce que je trouve que le site web est plutôt bien fait, il est en plus en français pour les francophones, mais donc tout est bien documenté derrière, et donc les options que vous proposez sont lesquelles en termes d'authentification forte? Alors, on propose d'utiliser les outils classiques avec un Key Authenticator et également celle par le biais des SMS et des emails. Ok, alors donc effectivement l'authenticateur, les applications mobiles, je vois que vous en proposez plusieurs, donc soit il y a du FreeOTP,
Est-ce qu'on peut utiliser également les applications de type Google Authenticator ou Microsoft Authenticator? Ça fonctionne ou pas? Ou c'est uniquement ces deux applications-là qui sont utilisées? Celle qu'on a mis dans la documentation, c'est celle que nous recommandons. D'accord. Nous sommes évidemment compatibles avec d'autres applications, oui. Ok, super. Bon, on a également les clés de sécurité. Donc je pense que les clés de sécurité, on doit parler de ce genre de petites choses ici, là. Donc, Les fameuses YubiKey. des Je YubiKey, pense voilà, que exactement. beaucoup sont accoutumés à leur utilisation. Ok. Le code de secours porte bien son nom, c'est en général le code qu'on imprime à côté dans un espace sécurisé, si je dis pas de bêtises. Voilà. Exact. Donc, forte recommandation activée du MFA. Ça n'a rien d'extraordinaire du côté du cloud. Faites-le donc dans le process, effectivement, avant même de faire tout le reste. C'est la première chose à faire. Mieux vaut le faire avant, effectivement, Stan. Ouais. Le single sign-on, ça va permettre peut-être d'utiliser ou de réutiliser des identity providers d'entreprise. Absolument, ça permet d'utiliser les méthodes d'unification, d'authentification sur différents sites et encore une fois, toujours dans l'optique de renforcer la sécurité et de permettre aussi une gestion centralisée des droits d'accès. Ok. Alors pour le coup, vous avez plutôt, vous avez documenté la fédération avec les identity providers les plus classiques, hein, j'ai envie de dire, qu'on trouve sur le marché. Donc effectivement, Okta. Donc, Okta, c'est ce qui est utilisé notamment chez Nutanix également. Exact. Google Workspace. Et puis ADFS. Donc ADFS est généralement souvent utilisé quand on a l'Active Directory à demeure dans son organisation et qu'on a des serveurs de fédération derrière. Et donc on reprend l'identification des comptes de l'Active Directory et du data center pour se connecter du coup au VH. Dernière option, Entra ID, plus connu sous le nom d'Azure Active Directory, qui est le système d'identité as a service de Microsoft, qui est utilisé notamment sur Office 365, qui doit s'appeler aujourd'hui Microsoft 365, mais voilà. Okay. Alors c'est difficile de suivre les noms, mais effectivement, ouais. C'est la logique. Ouais. Donc, pour chacune effectivement des méthodes, vous avez plutôt bien fait le descriptif de tout ce qu'il y a à mettre en place. Au passage, il y a beaucoup, souvent, dans les documentations, et ça, personnellement, je l'apprécie, ça allège un peu le texte aussi, il y a beaucoup, effectivement, de captures d'écran qui sont faites, ce qui permet, effectivement, de suivre vraiment un process de A à Z, et de tout préparer, et pas un petit peu d'essayer de comprendre le texte par rapport à l'image. Voilà. Absolument, et d'ailleurs, j'en profite pour saluer le travail des équipes de documentation chez OVH Cloud, ouais. Qui non seulement font de la revue de documentation pour s'assurer qu'elle est toujours pertinente, mais qui en plus écrivent ça de manière assez intuitive pour que on puisse à la fois faire des configurations légères et un peu plus profondes. Donc voilà, c'était histoire de leur faire un petit clin d'œil aussi. Et t'as bien fait, parce que sinon c'est moi qui allais le faire, parce que je trouve effectivement qu'il y a de très bons boulots. Comment on paye à OVH ? Alors, on paye avec plusieurs moyens de paiement. Les plus classiques par virement ou par carte de crédit. Et donc, il suffit de, voilà, encore une fois, dans son compte, de se connecter, de configurer le moyen de paiement adéquat qui vous correspond. Et ensuite, on peut commencer à consommer les produits de manière assez intuitive parce que le moyen de paiement est repris dans le workflow de consommation et de commande des produits. D'accord. Donc, tu as parlé de virement et de carte bleue. Je suppose que pour on va dire les organisations d'une certaine taille, ils vont demander des factures. Le paiement par facture fonctionne également. Exactement. Ok, très bien. Donc là, on est bien. On a accès à son OVH Control Panel, donc qui est effectivement l'interface pour se connecter. Et donc, quand on va arriver, effectivement... on est désormais un utilisateur existant à partir du moment où on a déjà créé son compte et on a mis son système de paiement et on se connecte depuis ces interfaces ici. Alors là encore, si je me rappelle bien, mais tu vas me le confirmer, on a 2 OVH panels qui doivent exister, un pour les États-Unis et un pour le reste du monde, du coup. Absolument. Encore une fois, je réitère l'information.
L'entité OVH Cloud US est une entité légale complètement séparée avec des verticales différentes, légales, des verticales produits, des verticales support et notamment le manager, ce qui nous permet d'être vraiment hermétique à toute loi extraterritoriale qui pourrait nous impacter. Donc, encore une fois, c'est toujours le souci de fournir une offre véritablement souveraine à nos clients. Parfait. Ok, donc on a notre compte, on a tout activé la partie sécurité ou partie identité, on a mis sa méthode de paiement, bah c'est là qu'on va rentrer dans le dur du sujet, c'est-à-dire eh ben, comment on va commander, déjà configurer et commander un cluster Nutanix chez OVH. Hmm. Alors tout commence par le configurateur. Exactement. On a décidé chez OVH Cloud d'avoir toujours une approche intuitive quant à la consommation de nos produits et surtout dans un souci aussi de transparence. On pose clairement les contenus de nos offres, mais également la transparence au niveau de la tarification de ces dernières. Et on peut tout à fait simuler un cluster qui serait consommé et commandé chez OVH Cloud en paramétrant les différents points du configurateur chez nous. Et ça vous permet de vraiment customiser un cluster Nutanix sur mesure qui réponde parfaitement aux besoins et de lancer sa commande. Alors ça, c'est probablement une des particularités effectivement de Nutanix sur OVH Cloud. Si on compare à des offres des offres de type Nutanix Cloud Cluster chez des concurrents hyperscalers, c'est que vous avez en termes de configuration le plus grand choix. Alors, je crois que c'est 192 combinaisons si je dis pas de bêtises. Absolument. C'est Euh, le nombre de configurations et de montage et d'assemblage possible entre les CPU, la RAM et le disque. Outre les configurations de bande passante privée et un petit peu plus afférentes à Nutanix, comme les facteurs de réplication et ainsi de suite. Mais vraiment, c'est une offre couteau suisse qu'on peut vraiment configurer exactement, ajuster aux besoins du workload qu'on souhaite exploiter. et donc là encore, c'est toujours une offre qui combine du software avec du hardware. Donc sur le software, vous pouvez fournir le software, donc dans les différentes Absolument. déclinaisons de Nutanix. Mm. Le client peut néanmoins venir avec ses propres licences s'il en avait déjà ou s'il les a achetées par un autre vecteur d'achat. Et sur les gammes de serveurs, vous avez donc deux types de gammes de serveurs, c'est ça? C'est exactement ça. On a une gamme de serveurs qui est destinée à des workloads plus fins et une gamme pour les charges de travail un petit peu plus conséquentes qui sont notamment basées sur du single socket, c'est-à-dire un CPU pour la gamme Scale et qui sont du dual socket pour la gamme HGR, High Grade Range. Et tout ça, encore une fois, pour répondre aux besoins les plus vastes de charge de travail de nos clients. Ok. Donc je suis client, c'est là où je vais venir en me disant, bah, je vais prendre par exemple un pack pro, je vais me prendre un serveur de type Scale, et ensuite, effectivement, on a différentes. Alors, je crois que c'est la même chose pour les HGI. Ça va de 1 à 3, c'est des catégories qui sont visiblement liées au processeur associé derrière, parce que là, on voit ici effectivement une évolution des processeurs. Et une Mhm. fois qu'on a sélectionné son modèle, eh bien, on choisit effectivement, comme tu l'as dit, la RAM, le stockage, la bande passante, effectivement, qui est donnée ici. Et puis après, on choisit ici, effectivement, quelques options liées à la partie purement Nutanix, qu'on reconnaît bien, hein. Le facteur de réplication, est-ce qu'on fait de l'erasure coding, le nombre de serveurs, c'est un cluster, hein, donc est-ce qu'il y a, j'allais dire, est-ce qu'il y a des limites, elles sont écrites ici, hein, donc on commence à 3 pour un cluster de production et on peut aller jusqu'à 15. Et c'est là où on va choisir la localisation. Exact. Alors du coup là je vois qu'il y a des, alors il y a des fois c'est pas disponible, donc faut appeler le service. Comment se fait du coup, est-ce qu'on est sûr que quand on va venir dans l'interface ici, qu'on fait une sélection, on aura les serveurs, ils sont disponibles? Absolument. Chez OVH Cloud, encore une fois, on a un souhait d'avoir une totale transparence, ce qui permet de révéler aussi la réalité de ce que c'est qu'un produit et de comment il se consomme. Donc, ce que vous voyez sur notre configurateur est directement connecté à nos stocks et c'est vraiment de la data en live. Ok. Alors
On va revenir sur le configurateur ici, enfin nos étapes, nos workflows. Il y a un point que tu m'avais dit, je pense que c'est important de le connaître, c'est que il y a du matériel, effectivement, quand on a 192 combinaisons, on ne peut pas avoir 20 nœuds de chaque combinaison disponible qui attendent que des clients viennent. Économiquement, c'est pas comme ça que marche le business. Par contre, effectivement, il y a des configurations qui sont les plus utilisées, elles qui ont de grandes chances d'être disponibles, comme on l'a vu dans les interfaces ici, où on avait, pour ce que j'ai sélectionné, on avait des serveurs disponibles à Roubaix et je crois que c'était en Allemagne. Exactement. Et donc, comment on fait pour savoir quelles sont les configurations les plus utilisées? Ah ben alors c'est très simple, c'est celles qu'on surnomme en interne un petit peu les configurations championnes. Mhm. Et c'est toutes les configurations qui sont par défaut sélectionnées dans le configurateur lorsque vous sélectionnez une des gammes HCI ou Scale. D'accord. Si on part dans la page des prix Nutanix, c'est souvent la première ligne de la gamme. Donc voilà, Donc c'est ce qui est entouré ici en bleu, en fait, dans le configurateur, c'est ça? exactement, Ok. bien vu. Et c'est un petit clin d'œil à nos équipes UX qui highlight ces configurations-là et qui permettent d'être des configurations directement disponibles. Et si jamais on customise nos configurations, là, à ce moment-là, se déclenche un délai de customisation dans lequel nos opérateurs en data center vont s'atteler à la tâche de configurer la configuration que vous avez sélectionnée pour qu'elle soit sur mesure de votre besoin. Et Donc, ce qui est intéressant également, je me permets de faire ce mhm. petit laïus et ce petit pas de côté, c'est que la gamme Nutanix en OVH Cloud, la gamme de serveurs hardware que nous avons, est disponible également dans le Sizer. Donc, ce que vous allez constituer lors de votre mise en place de sizing d'architecture, vous pourrez littéralement en fait, récupérer ça et aller le commander directement depuis nos interfaces. Et quand tu parles du sizer, tu parles du sizer Nutanix qu'on a sur Absolument. sizer.nutanix.com. Une fois qu'on a choisi sa configuration, qu'on sait qu'elle va nous correspondre, effectivement, c'est là où va passer la partie commande. Hein. Donc on était dans les interfaces tout à l'heure. Hein. Ici, il y a poursuivre la commande. Et c'est là, effectivement, où ça va démarrer la partie billing. Exactement. OVH Cloud, encore une fois, toujours dans le même principe de transparence et de prédictibilité de ses prix. Ce que vous allez payer au début de votre commande sera ce que vous payez tout le long du cycle de vie de votre cluster. Il n'y aura pas d'augmentation durant ce cycle de vie et ça vous permet d'avoir une prédictibilité de vos coûts et également pour vos besoins administratifs internes. Souvent dans les entreprises, on aime bien savoir ce qu'on paye day one, mais aussi ce qu'on va payer mois 1, mois 2, mois 10, mois 12 et ainsi de suite durant tout le cycle de vie pour pouvoir prédire le budget qu'on doit allouer. Alors, du coup, on a commandé, et là, le déploiement va se faire de ce premier cluster. Donc, c'est là où, effectivement, on parlait tout à l'heure des configurations, et que le déploiement initial, en fait, en fonction de la configuration choisie, va prendre plus ou moins de temps. Effectivement, c'est comme dans la vraie vie, hein, le prêt-à-porter est rapide à obtenir, le sur-mesure prend un peu plus de temps. Et donc, jusqu'à 72 heures, tu m'avais dit à peu près, pour la customisation d'un hardware. Il n'y a pas de SLA sur le déploiement, mais c'est les temps que vous voyez aujourd'hui en général. Et si effectivement on a pris l'option la plus utilisée et qu'elle était disponible dans le configurateur, là sur 2 heures, effectivement, le matériel est disponible et part sur la partie installation de base. D'accord? Exactement. Les configurations que je mentionnais comme configurations un peu championnes sont généralement disponibles dans nos data centers et ready to use. Et sinon, si il y a une customisation spécifique, à ce moment-là, nos opérateurs se chargent de la tâche. Il n'y a pas de SLA qui garantissent ces délais de livraison, mais on essaye de s'astreindre à celles que vous pouvez voir à l'écran. Donc ok, effectivement, donc entre 2 et 72 heures pour l'initialisation. Et qu'est-ce qui va se passer lors de l'initialisation du cluster Nutanix? Donc ici, on voit qu'on a des notions de VRAC, d'IPLB, de Subnet et d'OVH Gateway. Alors là, pour le coup, on est en plein dans ton monde. Raconte-nous un petit peu à quoi correspondent ces différents composants ressources cloud qui vont être utilisés dans nos clusters Nutanix sur OVH. Absolument. Et d'ailleurs, certaines de ces technologies-là sont un petit peu spécifiques et propriétaires d'OVH Cloud. Et donc voilà, pour vous donner le détail, dans l'idée, le produit Nutanix en OVH Cloud est un assemblage de produits OVH Cloud déjà existants.
Parmi eux, on l'a vu à l'instant, les configurations hardware. Donc, c'est les serveurs que vous souhaitez avoir avec la fameuse configuration que vous aurez choisie. Et ensuite de ça, ben, en fait, il va y avoir la stack sous-jacente qui permet l'exploitation du produit. Et par stack sous-jacente, il y a notamment, comme tu viens de le mentionner, le VRAC. Le VRAC, c'est un réseau privé qui peut être étendu sur plusieurs data centers. Il permet par exemple d'avoir un cluster qui serait dans un data center par exemple à Roubaix et un autre cluster qui serait dans un second de nos data centers en Angleterre, à Londres, de pouvoir opérer de manière privée sur le même sous-réseau. Alors c'est assez intéressant parce que quand on essaie de mettre en place des mécanismes de DR, de disaster recovery ou de continuité d'activité, eh bien on a nos deux clusters qui communiquent de manière privée sur un réseau à faible latence qui leur permet de pouvoir faire les envois de snapshots, les sauvegardes, les configurations de politique cross-cluster. Et donc voilà, tout ça est opéré sur un subnet ou un ensemble de subnets qu'on appelle le VRAC. Et dans ce VRAC, on peut créer jusqu'à 4000 VLAN. Donc ça donne amplement la latitude de pouvoir vraiment customiser le workload, le cluster et son exploitation comme on l'entend. Et finalement, ça permet quand même de fonctionner pas mal comme on fonctionne on-prem. Donc Donc, est-ce qu'on on aime doit bien que considérer le l'expérience VRAC comme un réseau, enfin comme un range d'adresses IP ou plutôt comme un réseau au sens les réseaux niveau 2 au sens un réseau Ethernet après qu'on va resubdiviser avec du VLAN. C'est absolument ça. C'est un réseau L2 qui peut être stretch entre plusieurs data centers. Et pas que deux data centers. On pourrait très bien le stretch entre un data center en Angleterre, en France, en Allemagne. Donc ça permet voilà, d'exploiter le workload de manière privée sans avoir à se soucier d'interconnectivité et de complexité d'un point de vue networking. Ensuite, le second point, c'est l'IPLB. Alors, habituellement, la plupart des gens qui ont consommé du Nutanix ont probablement consommé ce produit initialement sur de l'on-prem. Et on-prem, eh bien, on prend ses petites mains, on va dans le data center, on configure son cluster et on se connecte à son cluster depuis son interface privée. Maintenant, dans un environnement cloud, il est évident qu'on ne peut pas aller dans les data centers d'OVH Cloud avec son PC pour se connecter au cluster. Et donc, il fallait une forme de mise à disposition de l'exploitation du workload pour que la solution soit un petit peu une solution clé en main. Donc, la solution qui a été adoptée par OVH Cloud, c'est de fournir un load balancer. Le produit chez OVH Cloud s'appelle IPLB, mais c'est un load balancer sur lequel on va mettre un nom de domaine qui vous permet de vous connecter à votre cluster et l'interconnecter avec l'IP privé de votre prisme central. Et du coup, dès que le cluster est déployé, lorsque vous recevez votre mail de confirmation de déploiement, ben vous avez un lien pour accéder à votre cluster via Prisme Central et un lien pour avoir votre mot de passe, ce qui vous permet de directement démarrer l'exploitation de votre workload et de commencer à éventuellement uploader des ISO, des images, des OVA et du coup exploiter l'ensemble du cluster. Ensuite, on attache une IP publique au VRAC qui permet à votre cluster de s'interconnecter avec Internet et de pouvoir transmettre de l'information, configurer un VPN, à pouvoir exploiter votre cluster vers l'extérieur, télécharger les mises à jour et ainsi de suite. Et la manière dont on interconnecte votre cluster avec ce subnet, cette IP et le monde extérieur sur Internet, c'est via ce qu'on appelle nous en interne l'OVH Cloud Gateway. Alors l'OVH Cloud Gateway, qu'est-ce que c'est? C'est une machine virtuelle, pour faire simple, qui est installée dans votre cluster et qui va porter l'IP publique de votre cluster. Et donc du coup, vous aurez une patte de cette VM, de cette gateway qui sera connectée vers l'extérieur et une patte de cette VM ou plusieurs pattes qui seront, elles, connectées vers l'intérieur. Et l'idée, c'est que cette VM OVH Cloud Gateway, on préconise aux clients de la changer. La manière dont on la déploie, c'est pour une exploitation temporaire qui permet au client de commencer à télécharger ce dont il a besoin,
mais on recommande fortement aux clients de la changer et de la remplacer par une appliance de leur choix, de type FortiGate, Palo Alto, Storm Shield, pfSense. Ce que le client utilise en interne, il est tout à fait capable de l'utiliser également chez OVH Cloud, toujours dans l'optique d'unifier l'exploitation de son workload. Effectivement, dans la documentation, c'est bien précisé que comme cette gateway, vous la fournissez, mais qu'elle n'est pas manageable par le client, donc il n'a pas la main dessus, effectivement, on comprend, et vous le dites bien ici, hein, vous devez remplacer, you must, hein, devez remplacer cette gateway par celle de votre choix. Voilà. Parfait, Exactement. c'est tout à fait clair. Alors, pour l'instant, effectivement, là, on a vu qu'il y a un déploiement, on voit qu'il y a un subnet IP, etc., mais nulle part, effectivement, on a vu l'endroit où le client peut dire moi, je veux utiliser tel range d'adresse IP dans mon cluster, je veux le découper de telle façon, je veux telle version de mon cluster Nutanix. Ça, en fait, de base, la demande n'est pas faite. Et c'est là où va venir l'étape numéro 5, hein, qui est effectivement la customisation, hein, qui va consister à faire un redéploiement, en fait, hein, du cluster initial qui était avec votre config que vous avez mis de manière forcée, entre guillemets. Et c'est là où on rentre dans les vraies questions qu'on se pose quand on fait un déploiement Nutanix, hein, c'est-à-dire toutes les options et le choix qu'on va avoir, hein, et du coup, il y en a pas mal ici. Alors, on va prendre la base, hein. Du coup, le client peut choisir sa version d'AOS. Absolument. Nous collaborons avec Nutanix fortement sur la qualification de notre matériel hardware. Et dans le cadre de cette collaboration, on suit une roadmap scrupuleusement recommandée par Nutanix. Et donc, on propose toutes les versions LTS qui sont disponibles et maintenues par Nutanix à l'installation au moment de cette installation. Et donc, du coup, par définition, lorsqu'un client prend réception de son cluster lorsqu'il l'a commandé, il a tout à fait la possibilité de le déployer sur une configuration qui lui correspond et qui correspond à son besoin. Le déploiement initial du cluster se fait sur un déploiement dit par défaut, mais cela peut potentiellement entrer en conflit avec la configuration interne du client. Je prends un exemple, si on déploie le cluster par défaut chez OVH Cloud en 172 en termes de sous-réseau, il se peut que ce sous-réseau soit déjà utilisé par le client en interne et entre en conflit avec ses configurations internes. Donc, on offre la possibilité au client de pouvoir redéployer son cluster, de pouvoir le redéployer en le customisant, et c'est là qu'entre en jeu la customisation que vous voyez à l'écran. Il peut choisir les IP de ses CVM, les IP de ses hosts, les facteurs de réplication, pareil. Ce qu'il a vu dans le tunnel de commande initial lorsqu'il a commandé, plus les paramétrages IP et version de AOS un petit peu plus spécifiques qui permettent une customisation totale, une intégration facile et donc une exploitation qui est sans friction, disons. Ok. Et donc ça relance finalement un redéploiement du cluster qui lui va prendre jusqu'à 2 heures. Donc si on reprend le timing initial, on disait je passe ma commande, dans les 2 heures mon cluster est déployé, je recustomise, je reprends pour 2 heures. On va dire que sur une demi-journée, pour faire simple, si on est sur une configuration standard disponible dans les data centers, on a à disposition son environnement pour peu qu'on ait préparé à l'avance un petit peu les bonnes informations qu'on voulait en termes d'adressage IP, etc. Absolument. Et nous avons également à cœur de pouvoir proposer, en tout cas du moins c'est une question qu'on a soulevée en interne, une customisation directement au déploiement. Donc avec les équipes engineering d'OVH Cloud, on est en train d'amorcer une réflexion autour de ce sujet qui permettrait de déployer de manière direct to target, comme on dit, et d'avoir son cluster tel qu'on le souhaite en ne nécessitant pas un redéploiement. Ok. C'est dans notre roadmap et c'est dans notre radar. Ok. Bon, dans tous les cas, on est en train de parler d'une demi-journée pour le déploiement d'un cluster. Si on compare avec un environnement à demeure, généralement ça va un peu plus vite quand même qu'à demeure en termes de mise à disposition d'un cluster. Pour le coup, là, de la demande jusqu'à la livraison, c'est quand même assez rapide. Quand le cluster est configuré, le client reçoit un email avec des credentials. Ça, tu me l'as dit, c'est important à retenir, c'est que
cet email avec le lien d'activation, c'est valable 7 jours. Bon, généralement, c'est rare qu'on déploie un cluster et qu'on parte en vacances, mais c'est quand même bien de retenir que le lien n'est que valable que 7 jours. Et tout à l'heure, tu nous parlais de l'IPLB. L'IPLB, effectivement, du coup, quand on va redéployer le cluster et qu'on a mis du prisme central, l'IPLB va renvoyer directement sur l'IP la VIP, du prisme central. Voilà, on y arrive. Absolument. Et petit point de côté par rapport justement à ce sujet de credential, nous déployons un cluster tel que préconisé et déployé par Nutanix. Donc initialement, le cluster est déployé avec les configurations par défaut. On aime bien, encore une fois, le répéter, que consommer Nutanix sur OVH Cloud, c'est l'équivalent de consommer Nutanix on-prem. Et donc, dans ce sens, il y a tout un sujet qui tourne autour de la sécurisation de son cluster. Et donc, lors de la sécurisation, il est évidemment rappelé qu'il faut changer les mots de passe, mettre les restrictions d'IP nécessaires. Ce qu'on ferait lorsqu'on le déploierait on-prem. Juste petit laïus pour rappeler que c'est également à faire chez OVH. Et ce sera du coup la première chose à faire une fois que le cluster est configuré, le basic hardening. Donc effectivement, changer les mots de passe par défaut. Hein, donc on va enlever les Nutanix /4u, etc. On a un IPLB qu'on a vu tout à l'heure, mais l'IPLB, en fait, là encore, il est configurable chez vous. Vous pouvez dire ce qui va arriver sur cet IPLB depuis l'extérieur, c'est uniquement depuis ces adresses IP, qui sont peut-être les adresses IP de sortie, en fait, simplement, du data center de l'organisation ou du réseau utilisateur de l'organisation. Là encore, tout ça, j'insiste, hein, est super bien, effectivement, documenté, et on vous l'explique bien ici, quels sont les prérequis, comment retrouver l'IP, le load balancer dans les interfaces d'OVH Cloud, et comment aller après faire le paramétrage de tout ça. Absolument, et on peut même, une fois qu'on a configuré, pour se rappeler le processus, on a déployé son cluster, il est configuré tel qu'on le souhaite d'un point de vue configuration IP, etc. Et une fois qu'on a fait ça, on peut parfaitement configurer un tunnel, un VPN, que ce soit par le biais d'un lien dédié direct au OVH Cloud Connect ou par le biais d'un VPN plus classique, SSL ou IPsec. On pourrait très bien se dire, maintenant, j'ai plus besoin de cet accès à Prism Central via mon load balancer. Et on pourrait très bien l'éteindre, le load balancer, ou le désactiver pour l'accès à Prism Central et se connecter plus classiquement, j'ai envie de dire, par le biais du VPN entreprise ou lien dédié, directement sur le Prism Central en targetant son adresse IP privée. Et du coup, si on dézoome un petit peu, on peut presque considérer que l'IPLB pour le produit Nutanix sur OVH Cloud agit un petit peu comme un out-of-band access qui permettrait d'accéder à son cluster au cas où on perd tous les accès réseau et ainsi de suite. On a toujours la possibilité d'aller déclencher et réallumer et réactiver l'IPLB, de se connecter à Prism Central via l'IPLB et de recommencer à exploiter son workload. Mais on pourrait également pousser la réflexion un petit peu plus loin. Admettons, pour X raisons, Prism Central dysfonctionne, ne fonctionne plus. On peut très bien rerouter l'accès que nous avions via l'IPLB vers Prism Central et le rediriger vers le Prism Element et reprendre la main sur son workload, son cluster, recommencer à travailler sur le sujet qui pose problème, par exemple. Donc, vraiment une solution versatile et clé en main. Très bien. Une fois que l'hardening est fait, alors pareil, on peut créer un bastion, une machine de rebond pour l'administration. Donc en gros, si vous êtes en mode hybride avec une interconnexion avec le on-prem, avec une connectivité, vous pouvez de base plutôt passer par les postes on-prem pour l'administrer, mais le bastion est toujours une option. Le management après, alors c'est pas un service managé, hein, c'est bien de le rappeler, Nutanix OVH Cloud, c'est pas vous qui gérez, entre guillemets, qui gère le cluster. Au passage, il y a une matrice de responsabilité qui explique bien effectivement qui est responsable de quoi. Globalement, vous êtes responsable d'avoir du hardware qui soit opérationnel dans un data center sécurisé. Et c'est à peu près tout. Le client après, ou le partenaire qui va opérer pour le client, va faire, on va dire, le D2 operation. Effectivement, une fois qu'on a un cluster qui est, on va dire, qui est sécurisé, eh bien c'est là où on va faire les opérations
classiquement utilisé. Donc si le cluster est utilisé pour faire du DR, bah, c'est là où on va faire effectivement la configuration Nutanix Disaster Recovery. Là encore, hein, zéro changement par rapport à ce que vous connaissez si vous avez déjà un environnement Nutanix. Les outils de backup, eh ben, là encore, pareil, ils vont être configurés. Alors là, il y a peut-être une petite subtilité côté OVH. Bah, c'est que, alors déjà, vous avez bien documenté ça, et que vous supportez aujourd'hui, et vous pouvez revendre également les licences, je crois, IQ et Vim, si je dis pas de bêtises. Absolument. Historiquement, Vim est une offre qui existe depuis longtemps chez OVH Cloud. Et récemment, on a conduit un partenariat avec IQ qui nous permet de pouvoir revendre les licences IQ et un peu se transformer en un one-stop shop pour les clients OVH Cloud, qui leur permet de vraiment tout avoir à l'intérieur du manager et de manager le cycle de vie de ces produits-là sans trop se soucier d'avoir en fait avoir un compte dans un dans un partenaire, un autre compte chez un deuxième et chez un troisième et ainsi de suite. Ça permet voilà, au client de se focaliser sur sa valeur ajoutée, à savoir exploiter son cluster. J'en profite ici, je vois qu'il y a le lien vers le RACI, hein, qui est effectivement la responsabilité partagée que vous avez, qui opère quoi. Vous avez vraiment tout le détail et ultra bien détaillé, donc de qui fait quoi en termes de service. Donc là encore, pour plus de détails, prenez le temps de le lire. C'est important de bien savoir qui fait quoi dans ce système-là. Exactement, notamment pour les questions qui concernent la partie support. Encore une fois, partenariat très fort avec Nutanix, une entente au niveau de l'engineering dans les qualifications, comme je le disais, mais également au niveau du support. Et comme le produit Nutanix sur OVH Cloud peut être consommé sur deux modèles, avec licence et Bring Your Own License, comme tu l'avais mentionné au début, par définition, OVH Cloud ne sait pas le client qui utilise le modèle avec licence s'il a un accès au portail de support Nutanix. Et donc, dans le cadre de ce partenariat avec Nutanix, nous opérons l'ouverture de tickets pour le client lorsqu'il consomme la licence chez OVH Cloud. Et après, je voudrais pousser peut-être la réflexion un tout petit peu plus loin. Le partenariat entre Nutanix et OVH Cloud est très fort et il y a une entente cordiale entre les équipes support des deux bords. Et si jamais un client se trompe et ouvre un case auprès de Nutanix qui concernait du hardware et vice-versa, un case auprès de OVH qui concernait plus le software Nutanix, voilà, on fonctionne en bonne intelligence entre OVH et OVH Cloud et Nutanix et on essaye voilà, de faire en sorte de dépatouiller le client en priorité. Alors, point important, les données sont hébergées, enfin, sont physiquement dans les data centers d'OVH, hein, donc le client peut se poser légitimement la question de la protection de ces données. Là encore, c'est recommandé, alors on l'a mis ici dans le D2 plutôt que le basic hardening, mais effectivement de chiffrer à rest les données. Donc il y a différentes options en termes de KMS, hein, de Key Management Server, ça peut être le local KMS qui est fourni dans Nutanix. Il est possible également d'utiliser un external KMS, et comme on est chez OVH, OVH a son propre KMS, hein, c'est ça, et donc on peut le consommer derrière. Donc je rappelle que le KMS va contenir les master keys, hein, donc les clés qui vont chiffrer, les clés de chiffrement. Hein. Et donc voilà, là encore, c'est très bien documenté. Alors petit point peut-être qui vous distingue des hyperscalers, on va dire, c'est que donc effectivement dans les options de chiffrement, ça peut être du software, comme je l'ai dit, avec un KMS local ou un KMS externe, mais vous avez également des disques autochiffrants. Absolument. Toute la gamme Nutanix sur OVH Cloud, d'un point de vue hardware et d'un point de vue disque, a des disques qui sont SED compatibles. Encore une fois, petit clin d'œil à l'importance de la souveraineté pour OVH et qui permet de justement maîtriser le chiffrement de sa data. Et bien en fait, tout simplement maîtriser sa data tout court. Donc on peut le chiffrer avec la solution Data at Rest de Nutanix par le biais du software encryption classique, et on peut également le chiffrer par le biais de l'activation des encryptions SED et en utilisant pour levier le KMS d'OVH Cloud. Alors le KMS d'OVH Cloud est une solution en SaaS. Si je me trompe pas, on était parmi les premiers à sortir cette solution et à la faire qualifier par Nutanix. Donc vraiment, c'est un point important, c'est que nous avons effectué avec Nutanix tous les tests qui permettent de valider
que notre solution d'encryption répondait aux standards de sécurité et également aux standards de configuration de Nutanix. Donc, du coup, ça permet voilà, un chiffrement, une encryption 360 fully managed par OVH Cloud. Parfait. Et donc, comme on est dans du cloud, ça veut dire que bah, si on a besoin de plus de ressources, on peut également du coup rajouter des nœuds à son cluster. Et donc, rajouter des nœuds, alors, c'est rajouter des nœuds, donc ça va se faire en commandant un nouveau nœud et en installant du coup la partie AOS dessus et en faisant l'opération d'expansion. Donc là encore, ça c'est à la charge du client. OVH est là pour fournir le matériel, le bar métal, mais le reste n'est pas du manager. On le répète, c'est un peu un comique de répétition, mais c'est important de le retenir. Par contre, sur la gestion des nœuds, là pour le coup, bah, on est sur un bar métal et c'est un peu la spécialité d'OVH. C'est que vous avez tout ce qu'il faut pour que le client puisse faire toutes les opérations sur son bar métal. Il y a un accès assez étendu. Il ne faut pas oublier que l'ADN d'OVH Cloud reste quand même le bare metal et que nous sommes un petit peu issus de cet univers-là. Alors, on a parcouru du chemin depuis, je vous l'accorde, mais il ne faut pas oublier que c'est de là d'où on vient. Et donc, s'il y a bien une chose qu'OVH Cloud sait faire, c'est manager du bare metal. Et c'est la raison pour laquelle nous, nos systèmes de management du bare metal au sein de notre control plane, de notre OVH Cloud Manager, permettent de se connecter à l'IPMI, de redémarrer ce dernier, de lancer une session KVM, de redémarrer son nœud, de le stopper, dans le cadre de l'ajout et de la suppression de node, on est en capacité de déployer l'image Nutanix sur le nœud, de l'installer, de le réinstaller, et une fois que cela est fait, de suivre voilà, le chemin d'expansion d'un cluster classique chez Nutanix. On insiste vraiment sur cette expérience utilisateur qui est vanilla, si on peut reprendre le terme un petit peu générique, c'est de ne pas changer les habitudes, les us et coutumes des utilisateurs Nutanix au sens large, parce qu'ils sont sur le cloud. Donc, l'objectif, c'est que le parcours du client, des partenaires, soit exactement le même qu'ils ont l'habitude lorsqu'ils font de l'intégration en data center, dite un petit peu plus manuelle. Donc, une fois qu'on a ajouté les nœuds, on peut suivre quasiment les mêmes étapes en termes de parcours et ensuite, voilà, expand le cluster directement avec la documentation Nutanix qui est quand même aussi bien faite, faut le reconnaître, et voilà, étendre son cluster. Alors, petit point par contre à préciser sur le cluster, vous faites des clusters aujourd'hui de type homogène, c'est-à-dire que les nœuds doivent être les mêmes. Donc là encore, ça fait partie de l'exercice de bien sizer un peu son besoin à l'origine, mais il faut être conscient que les nœuds rajoutés seront de la même catégorie derrière, sinon ça devient un nouveau cluster et une migration. Absolument, mais par contre, il va y avoir une évolution qui va être faite chez OVH Cloud sur ce point spécifique. On a été interroger nos clients et nos partenaires, et dans les remontées qui nous ont été faites, il nous a été mentionné que la possibilité d'avoir des clusters hétérogènes serait vraiment intéressante pour le cas de certains clients qui ont juste besoin d'un boost en termes de certaines de leurs ressources, mais qui ne souhaitent pas que cela augmente trop d'un point de vue licensing, et donc ils souhaitent soit mettre un plus petit cœur, ou l'inverse, ils souhaitent mettre un plus grand nombre de cœurs. Et donc du coup, nous sommes en cours de mise en place de la possibilité des clusters hétérogènes chez OVH Cloud. Ça concernera surtout la gamme existante, mais également les gammes à venir d'un point de vue GPU, parce que voilà, on peut pas mettre du GPU dans tous les nœuds de son cluster. Et donc du coup, on est en train d'avancer sur ce sujet-là. Et j'en profite également pour dire que notre roadmap produit Nutanix sur OVH Cloud, mais plus globalement, OVH Cloud tout court, est disponible directement sur Git, donc elle est consultable. Voilà, toujours le côté un petit peu transparent d'OVH Cloud. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit et on prend en considération les remontées de nos partenaires et de nos clients. Super. Du coup, dernière étape qu'on n'espère pas trop voir, mais un cluster peut être arrêté. Et ça, c'est important de comprendre le process d'arrêt d'un cluster. Donc, effectivement, il va y avoir une période de grâce derrière et du recyclage, mais ça je vais te laisser un petit peu expliquer comment ça se fait une fois que le client dit je veux plus mon cluster, comment il va le faire, comment il va faire et qu'est-ce qui va se passer.
Alors, une fois que le besoin du cluster, parce qu'encore une fois, il faut toujours se replacer dans le contexte des cas d'utilisation que les clients vont suivre et consommer. Il se peut très bien qu'un client ait besoin de juste faire un burst pour répondre à une montée de charge temporaire et que en fait ce soit complètement calculé le fait qu'il consomme un cluster pour une période donnée et à la fin qu'il puisse en fait tout simplement le supprimer. Mais c'est également le même cas de figure pour les nœuds que l'on ajoute et que l'on enlève. On doit être en capacité de pouvoir, voilà, j'ai un cluster 5, avec 5 serveurs. Je souhaite en consommer deux de plus parce que pour X raisons, un Black Friday, X raisons inhérentes à l'activité du client, eh ben, j'ai aussi besoin de, une fois que ce coup de speed est passé, de pouvoir les supprimer. Et toujours pareil, un parcours assez intuitif. Il y a un bouton Terminate sur notre control plane en bas du cluster. On clique sur Terminate et une fois que cela est fait, il y a une période de grâce suite à la terminaison du cluster qui dure 7 jours. Ça, c'est pour couvrir le cas des clients qui, par exemple, arrivés à une échéance de facture, auraient oublié d'effectuer un paiement. Ça permet de suspendre le service sans le supprimer pour que, au cas où le client reprenne la souscription. Et ça permet également de couvrir les changements de décision qui peuvent avoir lieu. Une fois que cela est fait, que la période de grâce est terminée, c'est la fin de la période de facturation. Une fois que la période de facturation, elle aussi, est également terminée, et bien là, le cluster rebascule dans nos équipes hardware en interne qui vont procéder à un formatage de bas niveau de tout le cluster et supprimer la data. Alors, il appartient au client éventuellement d'effectuer cette opération de pré-recyclage, j'ai envie de dire. Il peut très bien, une fois qu'il a terminé son service, redéployer le cluster pour avoir un cluster vierge. Et si ça n'est pas le cas, de toute façon, on se chargera de supprimer la data complètement lors de cette phase de recyclage. Rappelons également que le client a la maîtrise du chiffrement at rest et qu'il a le droit de rechiffrer l'ensemble des disques et de perdre les clés, ce qui correspond à un wipe aussi, hein, dans tous les cas. Exactement, il y a mille façons de le faire. Voilà. Eh ben, je pense qu'on a passé un bon moment ensemble. On a vu beaucoup de choses et on espère que cette vidéo vous est utile. Je rappelle que l'ensemble de ce workflow en, on va dire, 7 étapes, 8 si on compte la suppression, est disponible en lien et en téléchargement dans les commentaires, sous une forme HTML ou sous une forme PDF, que pour chaque fois que vous verrez le petit symbole avec la petite flèche ici, ça vous amènera directement sur la documentation, donc ça vous permettra d'aller un peu plus loin que cette vidéo qui forcément, même si elle a duré quelques dizaines de minutes, reste quand même une version courte du mode de process complet quand on le regarde un petit peu dans le détail ou qu'on le fait dans la réalité. On espère que vous avez passé un très bon moment. En tout cas, Marwan, je te remercie Merci à toi. parce que je pense qu'on s'est bien complété sur cette histoire et je pense qu'on va se revoir pour d'autres vidéos plus spécifiques et dans le détail. Merci Avec beaucoup. plaisir. Je te remercie. Au revoir. Au revoir.